On va passer donc à la session suivante sur les e-portfolios, qui est un sujet d'actualité important dans la mesure où on est aujourd'hui dans des approches maintenant de démarche compétences dans les établissements et le portfolio numérique est un moyen d'accompagner aussi cette démarche d'approche compétences. Donc Éric Giraudin de l'IUT2 de Grenoble Alpes utilise Karuta, était un des premiers à utiliser Karuta en France depuis 4-5 ans, si je me souviens bien. Donc, qui a une longue expérience de Karuta en approche compétences et également en insertion professionnelle pour les étudiants. Nous avons la chance d'avoir Olivier Gerbet, qui est le père du créateur du code de Karuta, qui est donc à HEC Montréal. Vous vous souvenez de la participation de Jacques Reynaud en février, qui est le coordinateur du projet Karuta au niveau international dans le cadre d'Apereo. Et donc Olivier nous a fait le plaisir de participer à cette session, parce qu'il a une longue expérience sur le dispositif numérique e-portfolio et ses évolutions. Et Éric Duquesnoy de l'ULCO, qui participe également à l'équipe internationale de ce projet et qui a passé aussi du temps à explorer, les fonctionnalités de Karuta et le mettre en œuvre, et qui a participé également sur la traduction des tutoriels en langue française, ce qui permet maintenant de voir comment on peut diffuser plus largement, l'usage de cet outil dans cette communauté francophone. Donc je vous laisse la parole pour cette session. Donc Eric, je suppose que c'est toi qui coordonne un peu l'organisation. Oui. Donc on va vous faire un trio et je suis ravi parce qu'il y a 2-3 ans en arrière, c'était toujours Jacques et moi ou Jacques, mais maintenant la communauté justement a commencé à grandir, Karuta, et le trio illustre un petit peu cet aspect qui se développe. Alors, on va vous parler avant tout de la différence de Karuta par rapport aux autres solutions existantes, mais aussi évidemment parce que beaucoup d'entre vous les attendent, les nouveautés de la nouvelle version qui sort. Je voudrais juste préciser parce que souvent on nous demande, mais par rapport aux autres outils, est-ce que vous êtes mieux ou moins bien? Alors Karuta n'est pas mieux et il n'est pas moins bien que les autres outils portfolio. Par contre, il est différent parce que lui, son point fort, sa spécificité, c'est qu'il permet un prototypage souple des portfolios. Parce qu'en fait, il existe autant de modèles, d'images de portfolio qu'il y a de personnes pratiquement qui travaillent sur les portfolios. Donc c'est important, et c'est pour ça qu'à l'IUT2, on a choisi Karuta, parce qu'il vous permet de prototyper, de concevoir vraiment des modèles, de les essayer, de les casser, de les refaire jusqu'à ce que l'utilisateur comprenne le modèle et qu'on soit dans quelque chose de performant. Donc je vais passer la main à Olivier, qui va vous expliquer un petit peu le principe de Karuta. Merci. Donc, bonjour. Oui, alors peut-être juste un petit historique pour savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Effectivement, il y avait un intérêt des différentes universités et à HEC, à l'Université de Montréal, à construire des portfolios de compétences, puisque il y a une dizaine d'années, il y avait une orientation du ministère à passer tout le secondaire avec une approche compétences. Et à partir de là, quand on a commencé à vouloir développer un outil, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une façon de faire, il y en avait des dizaines, et qu'à l'avance, on ne savait pas ce qu'il fallait, ce que les enseignants allaient avoir besoin. Donc c'est comme ça que cet outil est devenu un outil très souple, puisqu'on n'avait aucune idée de qui allait l'utiliser, quelles allaient être les personnes impliquées à l'intérieur. Et puis aussi, ce qu'on s'est rendu compte, puis vous en êtes peut-être rendu compte aussi si vous commencez à voir cette approche portfolio, on ne sait pas trop ce qu'on veut mettre dedans. On ne sait pas trop comment on va l'utiliser, quel va être le processus associé. Donc c'est pour ça qu'on voulait un outil qui soit vraiment très facile pour faire des prototypes, comme a dit Eric, pour pouvoir prendre après un utilisateur, lui dire voilà, ça va ressembler à ça. Voilà le processus, qui est-ce qui va intervenir et à quel moment. Alors, ça a des avantages puis des inconvénients d'être souple, parce qu'on arrive, puis le modèle, il est vide. C'est comme quand vous prenez Word, là, si vous l'ouvrez, puis que vous n'avez pas pris un gabarit à l'avance, allez-y, vous pouvez faire, il va falloir faire tout ce que l'on veut.
Donc là, maintenant, ce qu'on est en train de développer, c'est des gabarits, c'est-à-dire d'avoir des modèles. Il y en a déjà certains qui sont disponibles. Puis c'est un peu ça aussi l'idée de toute la partie open source, c'est-à-dire que si une université, si une institution développe un modèle, ben, on va leur demander, donnez votre modèle pour qu'on puisse repartir. Donc aujourd'hui, on est capable de partir de modèles, de regarder un peu ce qui s'est fait, les différents rôles, et comment on peut organiser ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc ensuite, à partir des modèles, on va pouvoir les changer, les personnaliser, tout bien organiser ça, parce que ça se fabrique comme un jeu de Lego. Hein, pour ceux qui ont peut-être déjà commencé à l'utiliser ou regarder, vous fabriquez finalement un portfolio, c'est quoi? C'est des pages web qui vont apparaître dans le furteur de l'étudiant ou de l'enseignant. Et donc, vous fabriquez des Lego que vous allez pouvoir intégrer à l'intérieur. Vous allez évidemment définir les rôles. Donc, il peut y avoir des étudiants, il peut y avoir des enseignants, il peut y avoir des tuteurs, il peut y avoir des gens de l'extérieur, maîtres de stage, etc. Vous allez attribuer qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi. C'est-à-dire pour chaque objet, vous allez pouvoir dire qui est-ce qui peut l'éditer, choses-là. Et à partir de là, vous allez commencer à pouvoir le tester et l'utiliser avec des personnes. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de passer à grande échelle et puis de ce qu'on appelle instancier donc chacun des portfolios. Voilà donc en gros la façon de fonctionner de Karuta. Alors, on en est à la version 2.3 aujourd'hui, donc qui va bientôt être à la fin du mois d'octobre. Donc, pour ceux qui connaissent, pour les autres, là, c'est juste les améliorations et puis les nouveautés. Donc, d'amélioration de l'export PDF et RTF. Bien qu'on se dise, quand c'est numérique, pourquoi l'exporter pour en faire du papier? Mais c'est des demandes qui sont là, donc on travaille un peu là-dessus. Maintenant, au point de vue des nouveautés. Alors, il y a tout un système vous fabriquez le portfolio, vous fabriquez les différents objets, et puis il y a un module qui vous permet de créer des tableaux de bord, c'est-à-dire d'aller chercher les informations à l'intérieur du portfolio, et puis de les présenter sous forme de tableaux. C'est vous qui décidez, c'est ce qu'on appelle le designer, c'est lui qui décide de comment ça va se présenter. Vous avez possibilité aussi de faire des tableaux de bord, je dirais, de cohorte, par exemple, de pouvoir aller au travers de différents portfolios des étudiants pour faire des rapports. Donc, les nouveautés, ça va être possibilité de tri des portfolios pour pouvoir présenter les résultats, des trucs tout bêtes, mais on avait besoin. Diagramme en toile d'araignée, Eric vous présentera un peu. Là, c'est une façon de représenter les données sous forme de toile d'araignée, donc ça, c'est nouveau. Ce qu'on appelle le recalcul automatique des agrégats, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des tableaux et puis les rapports dont je vous parlais, là, les tableaux de bord, on peut présenter les données, on peut les éditer à l'intérieur et s'il y a des calculs, ils vont être calculés automatiquement. La notion de QR code, là j'ai indiqué ça. C'est un petit peu plus loin, c'est pas dans les tableaux de bord, mais il y a ce qu'on appelle les bubble maps, c'est-à-dire possibilité de faire de présentation d'informations sous forme de bulles, et à partir de là, d'avoir un QR code associé. Eric vous fera une démonstration, vous comprendrez ce que je veux dire. Tableau Europass, c'est-à-dire de pouvoir présenter, on a intégré un module Europass avec les différents critères. Possibilité d'avoir des images, des tableaux, possibilité d'avoir de la liste des partages, possibilité de refermer des éléments pour les designers. Bon, ça, c'est des petites choses là, rapides. Au point de vue, ce qu'on appelle le batch, c'est la mécanique qui permet justement, comme je vous disais tout à l'heure, on fait un modèle de portfolio et quand il est prêt, ce modèle-là, on en fait un exemplaire pour chacun des étudiants. C'est ce qu'on appelle batch, c'est la façon de travailler. On crée l'étudiant, on crée le portfolio, on partage le portfolio avec les différentes personnes, etc. Donc ça se faisait jusqu'à présent avec un fichier CSV, genre fichier Excel, et on passe dessus. Maintenant, il y a la possibilité, si on veut rajouter un seul étudiant, chose comme ça, de le faire par formulaire. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, les bubble maps. Une chose aussi qu'on va avoir, c'est la possibilité de faire une sorte de screenshot, plus que screenshot, mais du portfolio complet. Donc d'avoir un export HTML
figé, non éditable, bloqué, mais du portfolio complet à un instant donné. Donc tout simplement de passer toutes les pages et puis de les stocker. Ce qu'on appelle les rapports différés, c'est parce que quand vous passez, quand vous exécutez un rapport qui pourrait prendre, je sais pas moi, des centaines de portfolios, ça peut être long à exécuter. Donc, ce qu'on a fait, c'est que sur le serveur, il y a des rapports qui peuvent être exécutés périodiquement. Comme ça, vous n'avez pas à attendre. Et enfin, une chose que ceux qui ont déjà utilisé vont être intéressés par ça, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle de sélectionner plusieurs éléments. Puisque jusqu'à présent, on ne pouvait ajouter, si vous vouliez ajouter par exemple des compétences, vous avez un emploi, vous dites quelles sont les compétences que j'ai acquises, etc. Donc avant, il fallait ajouter à chaque fois, j'ajoute une compétence, je sélectionne ma compétence, etc. Là, vous avez possibilité de pouvoir en ajouter plusieurs d'un. Voilà, c'est des petites choses simples. Juste pour... Bon, voilà, c'est vraiment technique, là, des possibilités. Oui, ce qu'on nous avait demandé aussi, la possibilité d'ajouter de textes CSS. Parce que nous, toujours, l'idée que l'on a eue au travers de Karuta, ça va peut-être pas plaire à certains, là, mais c'est de ne pas avoir besoin des informaticiens. Donc, finalement, on puisse faire le maximum de choses sans avoir à contacter le service informatique pour leur demander est-ce que je pourrais rajouter ce champ-là, est-ce que je pourrais faire ci, est-ce que je pourrais faire ça, est-ce que je pourrais changer la couleur de ceci, de cela. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de petites choses qui permettent de faire ça. Voilà. Donc, Karuta, ce n'est pas qu'un outil. Bon, en tout cas, merci Olivier. Vous pourrez justement lui poser toutes vos questions pour ceux qui mangent avec nous ou peut-être dans l'après-midi. Voilà. Donc, je voulais préciser effectivement, comme l'a dit Olivier, Karuta, c'est pas qu'un outil. Karuta, c'est tout un réservoir d'expérience de gens qui ont mis les mains justement dans les projets de portfolio. Donc, ils ont une expérience, c'est une communauté qui est en train de grandir. Et c'est ça qui est intéressant. Et en plus, c'est open source. On encourage les projets des universités à être partagés. Alors, on vient de créer un site web. Donc, il est tout récent, donc il se peut qu'il reste peut-être 2 ou 3 coquilles. Mais il était important pour nous de créer un site web, donc karuta-france-portfolio.fr. Peut-être que si j'ai un peu de temps en fin de présentation, je l'afficherai. Mais l'idée, c'est qu'il y a une rubrique, notamment projet, avec un portfolio des projets qui sont réalisés sous Karuta. Donc pour l'instant, il y a 4 projets qui sont présentés, mais n'hésitez pas à aller voir ce site, à aller voir les projets. Il y aura aussi les contacts des porteurs de projets, donc n'hésitez pas à les rencontrer ou faire appel si vous en avez besoin. Il y a aussi d'autres informations sur ce site, notamment pour accéder à la communauté OAE, parce que là, on est sur un support de communication externe à travers ce site. Donc l'idée, c'est la porte d'entrée en France vers toute personne qui aurait besoin d'informations sur Karuta. Alors, on appelait ça les cas par cas. C'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Donc, c'est des retours d'expérience sur des projets importants réalisés avec Karuta. Alors, évidemment, il y a le cas de l'IUT2 de Grenoble que je présente depuis quelques années parce qu'il est issu d'un partenariat de 5 ans avec Karuta, qui d'ailleurs, il y a 5 ans, ne s'appelait pas encore Karuta. S'appelait WAD, qui était un logiciel une application de prototypage. Donc le principe de Karuta, quand il établit des partenariats, c'est de faire évoluer son outil aussi, en fonction des besoins des utilisateurs. Et il y a plusieurs éléments qui ont été développés pour l'IUT2 de Grenoble et que vous retrouvez, je suis ravi de le voir, dans la 2.3 qui sort aujourd'hui, comme la carte dont vous parlez Olivier, là, que vous voyez ici. C'est une sorte de mind mapping pour l'étudiant, où le propriétaire du portfolio, il va pouvoir montrer un petit peu qui il est, pourquoi il est original, quelles sont par exemple les bulles, c'est lui qui les construit, quels sont ses centres d'intérêt personnels, professionnels, à l'intérieur, comment il peut placer ses réalisations, ses compétences, comment il peut les justifier, apporter des preuves. Donc c'est vraiment une carte, c'est sa carte personnelle, on va dire de marketing personnel, qu'il va pouvoir rendre public à travers un lien ou un QR code. Donc il pourra mettre cette carte sur son CV. Parce qu'en France, il y a encore les CV. Donc il ne faut pas ignorer les deux biais. Donc en 2017... Ah oui, pardon.
Pour le cas de l'IUT2, nous avons développé une interface en dessus de Karuta. Donc c'est un cas un peu spécial. Nous utilisons Karuta pour créer notre portfolio, les rubriques, etc., pour gérer nos utilisateurs. Mais nous avons fait le choix de créer une interface supplémentaire. Et ce modèle qu'on appelle Karuta IUT est distribué sur GitHub. Donc vous pourrez très bien l'utiliser si vous le souhaitez. Aujourd'hui, où on en est en 2017, après 5 ans de travail, nous avons vraiment une transformation institutionnelle de notre composante. Ce sont tous les étudiants de l'IUT, là justement fin septembre. Moi je suis vraiment ravi qu'ils utilisent le portfolio. Et quand je dis qu'ils utilisent, ils sont vraiment actifs. Ce n'est pas un outil optionnel, il est ancré dans la pédagogie. C'est l'outil central numérique de notre pédagogie. On s'appuie sur un réseau de 40 évidemment enseignants du projet personnel professionnel, le PPP. Mais là, le plus surprenant, c'est que maintenant, j'ai des demandes, moi, de tous les enseignants. C'est-à-dire de plusieurs départements de formation, tous les enseignants, même ceux qui n'accompagnent pas les étudiants dans la marche compétences, veulent l'utiliser. Donc on est vraiment dans une logique, non pas top-down, où c'est la direction qui impose ce projet, où c'est vraiment, ça part des enseignants lambda qui veulent intégrer la dimension compétence dans tous leurs modules de cours. Donc c'est vraiment, moi personnellement, je suis vraiment ravi. Comme quoi, quand on utilise une bonne démarche et qu'on fait le choix d'un bon outil qui peut la supporter, c'est là qu'on arrive au succès d'un projet complexe qui est un projet de démarche compétences. Donc je ne vais pas vous faire une démo parce que je vais vous passer quelques écrans, je vous ferai plutôt des démos d'autres projets. Donc nous, on a travaillé une interface simple, hein, la plus épurée possible, où l'étudiant peut vite voir ses expériences, il peut les raconter, mais il peut avoir une vue d'ensemble sur toutes ses expériences. Et là, vous avez le cas d'un type d'expérience qui est un DUT. L'étudiant peut remplir les compétences relatives à son programme, puisque nous, notre programme est traduit en compétences. Il peut s'auto-évaluer, et puis il peut rajouter d'autres compétences à droite, par exemple des compétences transversales qu'il va aller piocher dans des référentiels qu'on a intégrés avec Karuta, ou manuellement. Parce que l'étudiant peut aussi aller trouver lui-même des sources de compétences, des choses qu'on n'a pas prévues. Donc les deux sont possibles. Là, vous avez une autre portion d'une autre expérience dans ce cas. C'est celui d'un stage. Et l'étudiant, de la même manière, on reconnaît un peu le type d'interface, il va rajouter à gauche des compétences métiers, donc qui viennent de référentiels qu'on a intégrés ou librement, manuellement, et à droite, les compétences transversales. Mais en plus, vous voyez une colonne entreprise à chaque fois à droite, c'est que l'étudiant va pouvoir demander, c'est lui qui va faire cette action, il va demander à son tuteur en entreprise, qu'il soit en France ou à l'étranger, parce qu'il y a des stages internationaux, de pouvoir être évalué. Donc il peut remplir cette fiche de stage en anglais aussi. Et ça va créer des droits temporaires à une personne qui n'est pas inscrite dans le portfolio. Donc ça, c'est assez intéressant. On peut imaginer ce cas d'usage pour d'autres types d'acteurs externes. Et une fois que le tuteur en entreprise aura évalué l'étudiant, voilà, son évaluation, enfin c'est simple, hein, nous on est sur acquis, pas acquis, côté de l'entreprise, mais en plus l'entreprise aura un champ de commentaires pour l'évaluation supplémentaire. Et ensuite, donc, quand la personne extérieure aura fini l'évaluation, ce sera figé. On ne pourra plus toucher cette fiche, on ne pourra pas tricher dessus. Alors, dans l'une des rubriques de notre portfolio, on a choisi aussi de demander à l'étudiant de choisir ses compétences préférées. C'est bien beau de décrire 300 compétences dans son portfolio, mais ce n'est pas là-dessus que vous allez vous positionner devant un recruteur. Parce que sinon, je ne suis pas sûr qu'il ait confiance en vous vraiment sur vos données. Par contre, on leur dit de faire par exemple leur top 10 en compétences métiers, en compétences transversales. Donc là, on commence à introduire le vouloir agir. Finalement, oui, je sais faire plein de choses, mais sur quelles compétences j'ai envie de m'investir. Et puis l'étudiant va pouvoir se comparer à des fiches métiers qu'on a créées. En fait, on est parti du ROM, pour ceux qui connaissent, le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. On a retravaillé ces fiches avec des données qui nous intéressaient en plus. Et l'étudiant va pouvoir comparer ses compétences préférées à celles d'un métier qu'il viserait dans le cadre de son projet professionnel.
Donc il va pouvoir mesurer lui-même le delta entre ce qu'il doit développer en plus ou ce qu'il a déjà acquis. La carte dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un des exemples. Moi, j'ai commencé à faire la mienne. Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Qu'est-ce qui m'intéresse, moi, dans la vie? Mais chacun a sa stratégie de carte. Il peut mettre en avant directement des compétences. Moi, j'ai mis en avant des domaines d'intérêt personnel, professionnel qui me caractérisent. Mais là, ça va être à chacun de développer sa stratégie. Et puis, c'est plus ou moins gros en fonction de l'intérêt que je porte, par exemple, moi, au pilotage, au management. Et en cliquant sur ces bulles, je fais venir d'autres bulles avec des réalisations, des compétences, des preuves, des savoir-être, tout ce qu'on peut imaginer mettre derrière. Donc c'est un vrai outil, d'ailleurs, qu'on peut mettre sur son profil LinkedIn. Ça, c'est intéressant aussi parce que sur LinkedIn, vos compétences, en général, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être macramé, puis il y a des gens qui vous recommandent pour ça. Mais derrière, c'est pas forcément des compétences. Word, par exemple, c'est pas une compétence. Par contre, là, au moins, nous, ce qu'on fait dans les approches compétences dans les universités, on leur apprend à parler compétences. Et derrière, c'est un outil supplémentaire qu'ils vont pouvoir mettre sur LinkedIn en plus, par exemple. Le CV, on a aussi ça, on l'a fait avec le Karuta UT. Mais je vous montrerai qu'avec n'importe quel template de base de Karuta, on peut vite créer justement ce qu'on appelle un objet CV, qui se construit automatiquement à partir du travail de l'étudiant dans le portfolio. Et l'idée du QR code, justement, c'était ça. C'était, par exemple, on pourrait faire un QR code vers la carte que vous avez vu tout à l'heure avec les bulles et mettre ce QR code sur le CV. Ce qui veut dire qu'après, on l'imprime et le recruteur trouve votre CV intéressant, il va en savoir plus. Plutôt que d'aller vous googliser et perdre toute sa journée à aller vous voir sur tous vos réseaux sociaux, il va voir votre carte et il accède à toutes les données que vous allez mettre, les preuves. Donc moi, j'ai été aussi recruteur et je peux vous dire que cet outil, je l'ai un peu conçu d'ailleurs pour moi par la suite, côté recrutement, parce que c'est ce qui nous manque c'est ce qui nous manque tout le temps. En fait, une personne dit qu'elle sait faire, par exemple, qu'elle sait mettre en place un plan de communication. Oui, mais si quelque part je peux avoir des preuves, un vrai plan de communication qu'elle a construit, des résultats, des vidéos, par exemple, sur un événement qu'elle a mis en place, qui est dans son plan de com, et si tout pouvait être lié quelque part, moi, le recruteur, je serais ravi. Ça m'éviterait de perdre trop de temps à recevoir 500 candidats, alors que peut-être que j'en recevrais que 10. Alors, je vais vous parler d'un autre cas qui est plus récent. Je pense qu'on peut sortir du PowerPoint. J'espère que je ne vais pas tout... Je dois avoir un navigateur dans un coin. Bon, alors est-ce qu'il y a un navigateur d'ouvert? Alors par contre, je déconseille quand même Internet Explorer sur Karuta. Olivier va peut-être pas me contredire. On est plutôt sur Firefox, Safari, etc. Donc je vais juste le mettre en petit. Celui-là, je reviendrai. Alors, est-ce qu'il y a Firefox? Il n'y a peut-être pas Firefox. Ah, où est-ce qu'il est, pardon? En haut? Moi, je suis pas utilisateur de PC, je suis un peu du mal. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. Je dois être un peu fatigué, excusez-moi. Alors. Tiens. Pas obligatoire, mais c'est pas grave. Bon, après cette petite récréation, on va reprendre la main.
Bon, bah, attends. C'est pas pratique. On voit pas ce que je tape, heureusement. Pas évident. Pendant que tout s'ouvre, je vais essayer de revenir sur mon port. Voilà. Donc je ne vais pas forcément le mettre en plein écran le temps que ça. Donc nous avons un master à Grenoble, qui est un master en management d'innovation, qui a utilisé le portfolio et qui fait partie, qui est en lien avec un IDEFI, justement sur l'innovation en pédagogie. Leur objectif, comme vous le voyez, c'était de proposer aux étudiants, aux enseignants, un outil d'évaluation des compétences qui sont mobilisées dans le cadre d'un projet de design thinking. Donc un projet qui est soumis par une entreprise. Donc les étudiants travaillent à partir d'un cas dans ce qu'on appelle le laboratoire des possibles, enfin chez eux. Donc l'intérêt, c'était que les enseignants ont beaucoup du mal à évaluer ce genre de compétences quand on est sur un cas pratique de cette manière-là. Donc c'est dans un premier temps de leur fournir une grille d'évaluation. Donc le promising est parti d'un travail, un très bon travail qui a été fait en Belgique avec un référentiel de créativité et d'innovation. Je vous invite à découvrir, c'est Véronique Détier, Université de Namur. Et elle a simplifié, si vous voulez, ce référentiel. Elle a un petit peu ludifié, parce que le référentiel est très complexe, mais c'est une très très bonne base de travail. Donc les enseignants avoir une grille support et puis donner un feedback qualitatif. Donc l'outil va générer une note. Bon, ça, moi je suis pas fan, mais ça peut être un choix, comme quoi tout le monde peut faire comme il veut. Une note finalement sur 20. Pour les étudiants, l'idée c'était aussi de comprendre, parce que les étudiants s'amusent beaucoup. Enfin, ont l'impression de s'amuser dans ce genre de projet, parce que c'est pas comme les cours traditionnels, et pourtant c'est très sérieux, ils mobilisent vraiment des compétences, et c'est important de faire ce travail d'évaluation et d'avoir un outil qui les aide pour leur faire comprendre qu'ils ont acquis des choses, des compétences très importantes. Donc je vais essayer de vous montrer ce modèle-là. Alors, là on a tout un ensemble de gabarits et de modèles. Promising. Donc là vous êtes côté administrateur, ne vous inquiétez pas, l'étudiant, lui, il voit directement son portfolio. C'est beaucoup plus simple. Donc je vous présente le modèle. Je vais me mettre en étudiant, ça va être plus simple, parce que sinon... Voilà. Côté étudiant. Donc là, c'est le tableau de bord, qui est placé au début. Moi, les tableaux de bord, je les mets plutôt à la fin, parce que l'étudiant travaille d'abord, mais c'est un choix. Mais là, c'est le tableau de bord de l'étudiant. Une fois qu'il a travaillé, qu'il s'est positionné, par exemple en auto-évaluation sur certaines compétences, eh bien, dans le tableau de bord, on voit son auto-évaluation. Là, il y a une colonne, par exemple, qui dit qu'il y a une argumentation qui a été déposée. Et puis, vous avez à droite l'évaluation de l'enseignant. Et ça va de 1 à 20, avec des couleurs. Si c'est rouge, évidemment, c'est pas terrible. Et si c'est vert, c'est que c'est le mieux. Ce qui est intéressant, par contre, par rapport aux autres portfolios, visuellement, c'est la synthèse. Donc, c'est une synthèse en forme de toile d'araignée. Donc là, comme nous sommes sur un exemple, on n'a pas eu le temps de tout remplir, mais avec la légende, en bleu, vous avez l'évaluation sur les 10 compétences qui sont là. Vous avez en bleu l'évaluation de l'enseignant, qui peut être croisée visuellement avec en rouge l'auto-évaluation de l'étudiant. Donc ça donne très vite le delta, et je trouve ça plus efficace que d'avoir un tableau de bord linéaire. Donc, quand on vous dit que tous les portfolios sont différents, là, c'est le cas d'un portfolio qui n'a rien à voir avec celui de l'UT2 ou d'un autre. En gros, quand l'étudiant s'évalue sur des compétences, donc là, on a écrit un peu en latin, vous nous excuserez parce qu'on est sur un exemple, sur un modèle.
Donc l'étudiant s'auto-évalue, et puis il apporte une argumentation, et l'enseignant eh bien, l'évalue derrière. Après, ce sont des choses toutes simples, hein, avec la fameuse grille acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Et par contre, l'enseignant, lui, a une autre grille qui est proche d'une note, parce qu'on a toujours du mal à sortir en France des notes. Forcément, on nous les demande. Et donc, ces enseignants-là ont choisi de faire une grille qui correspond, qui va de 0 à 20. Avec, tiens, bon, notre modèle, on a des petits... Alors, autre chose intéressante aussi, intéressante, il y a les capacités. Et Olivier, t'avais travaillé sur un autre modèle avec ce master-là, où il y avait l'évaluation par les pairs aussi. Donc ils ont réalisé un deuxième portfolio sur les compétences de la créativité. Donc vous pouvez soit imaginer un portfolio pour toutes les compétences, soit imaginer des portfolios pour des cas différents. Donc c'est des choix que certains font. Voilà, donc là vous voyez toutes les capacités que les étudiants sont amenés sur lesquelles ils sont amenés à se positionner. Ah oui, il y a l'évaluation par les pairs. Bon. Voilà pour cet exemple. Pendant qu'on y est, j'en profite pour vous présenter un modèle sur lequel j'ai travaillé justement, un modèle qui pourrait servir à une université qui ne voudrait pas partir de zéro, si elle choisissait Karuta. Si elle voulait, par exemple, être dans une logique d'entrée de portfolio pour la formation tout au long de la vie. Donc c'est un modèle que je finirai pour pour la fin 2017. Et à travers ce modèle, je voulais montrer qu'on peut faire quand même des choses sympas. On n'est pas obligé de toujours laisser l'interface bleue. On peut changer les couleurs. Si vous avez un petit peu des graphistes, des infographistes, on peut rendre les portfolios agréables. Et ce modèle que je vais vous montrer, c'est sans aucun développement. C'est-à-dire c'est un ingénieur pédagogique avec un graphiste, une équipe d'enseignants qui peuvent faire ce portfolio. L'idée de ce modèle portfolio pour la formation tout au long de la vie, c'est de réfléchir, d'avoir une rubrique. Bon, évidemment, profil, ça on n'y échappe pas. Je vais me mettre en rôle étudiant. J'ai plutôt appelé le rôle propriétaire. Si on est dans formation tout au long de la vie, on aurait pu l'appeler citoyen ou propriétaire du portfolio, parce que l'idée, c'est de l'utiliser même quand il ne sera plus à l'université. Donc une rubrique profil, qui servira plus tard à alimenter le CV. Le projet personnel professionnel, donc là, c'est une proposition que je fais, mais elle pourrait être enrichie avec des services de l'aide à l'orientation, etc. Mais l'idée, c'est déjà de donner des outils, en plus des conseils des gens, des vraies personnes. C'est sûr qu'on aura toujours besoin, dans une approche compétence, d'avoir des humains. Mais si on peut déjà donner des outils pour que l'étudiant commence à parcourir, à se positionner sur des métiers, enfin des outils qui l'amènent à découvrir des métiers qui l'intéresseraient, c'est déjà pas mal. Après, dans le portfolio, l'idée, c'est de lui dire de rentre. Une fois que tu as trouvé un métier, tu les gardes, tu les stockes dans ton portfolio, le lien vers une fiche métier, des commentaires. Ensuite, c'est de lui dire de rencontrer les acteurs, ça peut être des professionnels qu'il peut trouver sur LinkedIn, pourquoi pas, qui sont dans un métier qui l'intéresse, mais ça peut être des acteurs dans l'université, parce qu'il y a beaucoup de vacataires professionnels. Ça peut être les référents PPP, qui aident les enseignants référents PPP. Ça peut être d'autres types d'acteurs, mais à chaque fois, dans le portfolio, c'est de pouvoir ajouter des entretiens, de garder des traces, si vous voulez, de tout ce qu'il fait sur son PPP. Et puis, en première page, j'avais mis des outils aussi, notamment en orientation tout au long de la vie, des nouveaux outils qui vous aident à trouver des formations. Et pareil, à chaque fois, stocker un parcours qu'on envisage dans son portfolio. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est parce que quand vous avez une personne qui va voir, je ne sais pas, quelqu'un qui peut vous aider au recrutement, s'il vient avec un portfolio rempli, c'est énormément de temps gagné pour l'étudiant, mais aussi pour la personne qui doit le conseiller. Les expériences, ça c'est classique, hein. J'ai proposé 3 types d'expériences, les professionnelles, les expériences personnelles et puis les formations, parce que les formations sont aussi des expériences.
Et là, c'est un modèle simple, hein, vous voyez, menu, ajouter un projet ou une action étudiante, parce qu'on oublie souvent que les étudiants mènent des actions pré-professionnelles intéressantes, dans le cadre de leurs études souvent. Ça peut être un emploi ou un stage, un stage ou une alternance, ou ça peut être un job ou un emploi, mais ça se fait de manière simple. On clique sur ajouter, vous voyez, ça vous crée un bloc ici. Donc ça, c'est... Olivier parlait de Lego tout à l'heure. Ben ça, c'est un objet. Ça peut être comme une brique Lego que j'ai créée qui s'appelle une expérience professionnelle en portfolio. Et ensuite, j'ai juste créé un menu. Quand je dis je, je ne suis pas informaticien, c'est un ingénieur pédagogique. Donc on met très facilement en place des menus qui ajoutent les objets qu'on a créés. Donc les possibilités sont infinies. Il suffit de bien réfléchir aux différents objets qu'on veut mettre. Donc après, une expérience, évidemment, il y a des informations relatives à l'expérience. Il y a des missions, donc la personne remplit ses missions et réalisations, et puis, enfin, elle ajoute soit des compétences transversales, soit des compétences métiers. J'ai choisi de mettre pas de nombreux types de compétences, mais séparer, si vous voulez, les compétences professionnelles métiers de les autres transversales. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on ajoute soit librement les objets, soit on les ajoute depuis des référentiels. Donc là, j'ai proposé pour l'instant, mais toute université qui peut prendre ce modèle, le hacker, en faire ce qu'elle veut, elle peut rajouter très facilement ces référentiels. Donc là, c'est un choix, il y en a qui existent. Le référentiel dont je parlais justement, créativité et innovation, qui a été créé en Belgique, en Wallonie. Mais sinon, il y a Erasmus qui a créé un référentiel compétences transversales très intéressant en contexte professionnel. Il y a l'interculturel qui a été créé chez nous à Grenoble, et puis il y a PIX de plus en plus. Donc une fois qu'on choisit un référentiel, eh bien dans le portfolio, c'est très facile d'aller rajouter une compétence qui est dans ce référentiel. Et ensuite, bon, je ne vais pas le faire, mais ensuite l'étudiant, la compétence se met en dessous, et l'étudiant, là, par contre, peut réfléchir à la situation de la compétence, à s'auto-évaluer. Un enseignant peut l'évaluer, mais vous pourriez, dans cet objet compétence, le concevoir autrement. Vous pourriez rajouter un champ avec des preuves, par exemple, où l'étudiant pourrait déposer des fichiers. Donc voilà, ce modèle, il est proposé ici, pour tout type d'expérience. Un tableau de bord sur les compétences, pour avoir un bilan. Donc c'est assez simple, mais on voit vite si l'étudiant a déposé une preuve, son auto-évaluation, l'évaluation par quelqu'un d'autre. Donc ces tableaux de bord, ceux-là sont très faciles à faire. Je dis pour ceux qui ont peur de la technologie. Alors c'est pas l'Europass, hein. Tout à l'heure on a dit Europass, on a appelé ça comme ça, mais en réalité c'est le cadre européen de référence pour les langues qui est utilisé pour créer dans le cadre de l'Europass. Donc on l'a intégré. Et là, l'étudiant se positionne de manière globale par rapport à un niveau qu'il peut avoir en langue. C'est le cadre, excusez-moi pour la voix, donc le cadre européen de référence pour les langues. Donc une fois qu'il a bien travaillé, l'étudiant, qu'il a fait son bilan, il ne faut pas qu'il oublie aussi de rajouter ses intérêts, qui sont trop souvent oubliés. Hop, ça vient. Donc, au passage, on peut s'amuser à mettre des trucs rigolos quand même dans les portfolios. Si c'est plus agréable à utiliser, c'est intéressant aussi. Donc l'étudiant peut rajouter ses intérêts. Et puis, le CV, qui est dans la partie valorisation, reprend pas tout du portfolio. Il va quand même falloir qu'il se positionne sur un slogan de CV, en tête de CV. Dire, bah voilà, moi je vise un CV, je dis qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je vise. Pardon, je me suis perdu là. Et une base de CV qui est en cours de finition. Je ne suis pas encore très content de comment j'ai tout positionné, mais on retrouve l'Europass, on retrouve la formation, l'expérience professionnelle, et tout ça est rentré dans le portfolio à chaque fois. Ça se remet juste en forme pour créer un CV, les compétences, et puis on peut l'exporter en PDF ou en Word. Et ce qui avait été développé tout à l'heure pour le cas de l'IUT2, avec des petits conseils, cette fameuse carte là où la personne peut se positionner, eh bien, elle a été rajoutée depuis la version 2.3
Donc là, l'étudiant va pouvoir renseigner son état civil, nom, prénom, etc. Il va pouvoir créer des bulles dans lesquelles, pour l'instant c'est vide, je ne l'ai pas fait, mais il va pouvoir renseigner, rajouter tout ce qu'il veut, et puis l'utiliser par QR code ou lien web. Voilà, donc ça c'est un modèle que je propose, qui est générique, mais si l'université ne sait pas par quoi partir, elle peut commencer par là. Désolé, je suis très long, je parle beaucoup. Bon. Donc je vais passer la main. De toute façon, vous retrouvez tous ces modèles sur le site Karuta France Portfolio. Alors, maintenant, on va passer à la communauté. Et c'est Éric Duquesnoy qui va vous la présenter. Merci. Donc oui, effectivement, on a mis en place une petite communauté Karuta. Donc là, c'est différent du site, disons, institutionnel, finalement, que tu as créé. C'est vraiment là plutôt pour échanger. Donc créer du lien entre utilisateurs de Karuta. Donc, pour échanger sur les portfolios eux-mêmes, c'est-à-dire par exemple ce que tu es en train de développer, tu pourras le déposer sur OAE, donc sur la communauté, et tout le monde pourra en profiter, sur les usages, sur le développement aussi, puisque les développeurs ne sont pas nombreux, et donc on a besoin de bras. Et puis aussi sur l'intégration à d'autres systèmes, puisque Karuta est capable de fonctionner avec le CAS, normalement. Vous avez développé quelque chose à Grenoble. Et puis nous, on le fait fonctionner à travers le protocole IMS LTI, dont un collègue a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Donc ça, c'est pour les raisons d'être. Alors ensuite, sur la communauté, donc nous, on a, au niveau puisqu'on a hébergé notre communauté sur OAE, on l'a étendu à l'espace francophone. D'abord parce que les concepteurs sont québécois, donc ça me paraissait normal qu'on l'étende à tout le monde francophone. Donc on a une ou deux collègues de Belgique qui nous ont rejoints, et puis bien sûr nos collègues du Canada. Donc on a à peu près un petit peu plus d'une vingtaine de membres pour l'instant. Alors où c'est hébergé, sur OAE, effectivement, que nous représentera Frédéric tout à l'heure. Alors, soit vous avez un tenant dans votre université, donc si vous voyez votre logo, c'est que c'est bon. Soit vous n'avez pas de tenant, mais vous pouvez vous passer par le tenant ESUP. Donc ça, c'est pour tous les collègues universitaires français. Et puis pour les collègues étrangers, il suffit de me contacter et je vais mettre, il y a mon mail après, pour que on leur crée un compte invité, et ensuite ils se connectent à l'URL qui est indiquée. Alors depuis quand ça existe, c'est très récent, puisqu'on en a pris l'initiative en juin dernier lors du dernier congrès à Péréo. C'est public, c'est accessible à toute personne ayant un compte sur OAE. Donc merci aux tenants invités que Frédéric a mis en place récemment. Ça permet d'avoir les collègues francophones, non français. Et puis donc il suffit de m'envoyer un petit mail à cette adresse-là. Donc même si vous ne trouvez pas l'espace sur OAE, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous inscrirai dedans. Donc à quoi ça va servir, donc à résoudre des problématiques communes. Et effectivement, ton objectif de portfolio, là, c'est bien de proposer quelque chose, une base qui puisse servir à tout le monde, de proposer des évolutions. Donc ça, c'est plus pour à destination des développeurs. Étoffer l'équipe des développeurs, on en a parlé. Et puis aussi, bien sûr, apporter de l'aide. Donc on a fait la traduction de 2 tutoriels qui avaient été développés par Isabelle Roy et une collègue américaine. Olivier a commencé à développer une aide également sur GitHub, une aide en français, bilingue, français et anglais. Voilà. Donc voilà, vous avez les 2 contacts. Donc ça, c'est l'URL d'accès à la communauté, donc sur OAE, et mon mail pour demander à une inscription. Merci. Si vous avez des questions. Bonjour. Je voulais savoir si la version 2.3 améliore la communication ou l'intégration avec des LMS tels que Moodle ou Sakai. Non, pas du tout. C'est complètement à l'extérieur. Tout ce qui est intégration avec les outils, c'est des choses qui ont été développées, qui sont développées à côté. D'accord. Donc aujourd'hui, avec IMS LTI, on peut se connecter, on peut passer de Moodle vers Karuta.
On le fait avec Sakai, on peut le faire avec Moodle. Non, on n'a pas développé d'autres choses. À l'IUT 2, ils ont développé le lien avec CAS. Donc, c'est ça. Mais c'est pas du tout, c'est pas intégré. On va retrouver, on va poser tout ce code nécessaire sur GitHub, mais c'est pas directement dedans. Bonjour. Deux questions en une peut-être. Comment est-ce que ça fonctionne sur, on va dire, une instance multi-établissement? Parce que là, on a vu l'IUT ou l'école de management ou là d'autres. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un portfolio multi-établissement? Et si la réponse est non, comment est-ce qu'un apprenant récupère ces données pour les intégrer, un étudiant qui passerait de l'IUT à l'école de management, comment il récupère ces informations et les réintègre dans un nouveau portfolio? Alors, pour pouvoir récupérer des informations d'un portfolio à l'autre, donc il y a évidemment il y a une fonction d'export et une fonction d'import. Par contre, pour que ça marche, ça veut dire que les universités d'entrée et de sortie utilisent le même modèle. Or, aujourd'hui, on voit bien que y a des expérimentations avec d'autres grands noms dans le portfolio et qui font que quand on place un modèle commun, en réalité, il y a toujours des gens qui commencent à en sortir. Donc pour moi, cette problématique-là, honnêtement, je ne sais pas comment on pourrait la résoudre, qu'un étudiant puisse forcément passer de l'un à l'autre. Mais par contre, si on se questionnait autrement, c'est-à-dire que si on acceptait qu'il y ait plusieurs outils, et que, par exemple, à l'IUT, il est conçu dans une logique tout au long de la vie. Ce qui veut dire que l'étudiant, s'il le souhaite, il peut garder son portfolio tout au long de la vie. Donc, ce qui est le plus dur, c'est vraiment, par expérience, ce qui est le plus dur, c'est de faire comprendre à l'étudiant pourquoi c'est important de rentrer dans une démarche compétence. Une fois que l'étudiant est dedans, c'est déjà le pari gagné. Même si, tant pis, il y a un autre outil, même si, tant pis, il se peut qu'ils doivent ressaisir ou exporter ailleurs, mais on a déjà gagné le pari si l'étudiant se positionne dans cette démarche et qu'il comprend que c'est tout au long de la vie. Parce que autrement, je ne vois pas, si on utilise tous des modèles différents, je ne vois pas comment on peut passer d'une université à l'autre. Par contre, il faudrait qu'on partage les expériences et qu'une université, qu'un enseignant PPP, qui soit à Grenoble ou à Valenciennes ou ailleurs, eh bien, qui accompagne l'étudiant dans sa démarche portfolio, qui soit capable d'adapter son accompagnement en disant présentez-moi votre portfolio sous le modèle UT ou sous le modèle PEC ou sous le modèle ce que vous voulez. Pour moi, c'est pas un problème, ça. C'est plutôt, sauf si un jour on a trouvé le modèle universel, mais si on attend ça, on n'avance pas. Or, il y a un besoin urgent pour l'insertion professionnelle, pour le positionnement sur des métiers, de placer nos étudiants dans cette démarche active. Non, effectivement, la difficulté, c'est d'avoir deux façons de représenter le portfolio. Alors, c'est sûr que si on est capable de faire un mapping entre les deux, on pourrait développer des choses qui permettraient de prendre un portfolio dans un format puis de le mettre dans l'autre format. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on l'a vu, on a vu les exemples tout à l'heure, il y a une organisation des pages, il y a ce qu'on appelle des tags sémantiques, etc. Donc oui, on pourrait faire des transformations à condition qu'on ait le mapping entre les deux, puis qu'il y ait bien l'équivalence, ce qui est toujours très, très difficile à faire. Bien, on va encore remercier donc Olivier et les deux Eric. Sur un sujet vraiment comme on vient de l'évoquer en conclusion, c'est vraiment de l'accompagnement à la démarche compétence, c'est ça qui me paraît important. Et aussi, finalement, on parle beaucoup de Karuta comme outil portfolio flexible. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est justement de permettre de construire ces portfolios rapidement, avec une réflexion pédagogique qui est associée. Donc encore merci pour ces présentations et puis aussi la proposition de Gabarit qui va être mutualisée pour les établissements.